Merci Romain. Deuxième partie, on part maintenant sur développer des territoires d'inclusion professionnelle avec et par la transition écologique. Donc merci. Voilà, on a vraiment eu exactement la bonne fin pour aller sur le bon début avec tout ceci. Et sans plus attendre, je vais laisser la parole à celle qui ouvre cette deuxième partie, Isabelle Delannoy, donc de Do Green Économie Symbiotique. Et alors, si j'ai bien compris, l'économie symbiotique s'appuie sur la symbiose entre l'humain et les écosystèmes naturels et techniques, sans épuiser les ressources, mais en les régénérant. Est-ce que c'est bien ça, Isabelle? Je vous remercie, oui, c'est un bon résumé et surtout ça s'appuie justement sur tous ces nouveaux modèles économiques, techniques, productifs dont on a entendu parler fortement dans cette première partie. Et c'est-à-dire que c'est issu du réel, c'est issu de ce qu'on peut faire aujourd'hui finalement avec tout ce qu'on a inventé et qui pas seulement chez nous, en fait, on voit la même chose en Afrique, en Océanie, en Asie, dans les autres pays d'Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Donc, on voit bien qu'il y a un mouvement à l'œuvre aujourd'hui, un planétaire, mais qu'on a du mal à reconnaître parce qu'il faut changer de lunettes. Donc voilà. Donc, en fait, sur la transition écologique, bon, aujourd'hui, ça fait consensus. Nous savons que la transition écologique est inéluctable. Et la question, c'est qu'on l'aborde souvent sous forme d'un coût. Et la vraie question, elle est comment, en fait, la transition écologique peut devenir une chance pour repenser les fractures sociales, les fractures territoriales et les résoudre. Et comment une économie écologique peut être source de performance et non une économie sous perfusion, en fait. Et voir l'écologie et le social comme moteur économique et non comme coût économique. Et c'est dans ce regard-là, en fait, que j'aimerais essayer de vous projeter pendant ces 10 premières minutes, à la fois sur, on l'a entendu, le rural, comment remailler en fait le rural, l'ultra-rural et les métropoles et les villes moyennes, comment repenser l'industrie. On parle beaucoup, ça y est, l'industrie a de nouveau ses lettres de noblesse, ça remonte dans le discours, mais comment repenser une industrialisation qui ne nous ramène pas dans ces industrialisations monolithiques, les territoires mono-industriels qui se sont effondrés dès qu'il y avait une crise, et comment penser justement ces espaces, que faire de ces espaces libérés par ces ensembles de friches, libérés par la révolution industrielle précédente, pour les remettre au moteur en fait d'un développement territorial. Et ça, je trouve que l'intervention précédente, c'était finalement exactement dans ce sens-là. C'est pour réussir ça, il y a un changement de regard à faire. C'est comment être positif. C'est-à-dire qu'on voit souvent notre économie comme voilà, il faut bien produire, il faut choisir entre les éléphants et la faim dans le monde, entre les petites fleurs, les petits oiseaux et l'emploi, entre l'emploi et la rentabilité. Or, toutes les observations de terrain sur ce qui crée de la prospérité territoriale nous montrent le contraire, en fait. C'est-à-dire que c'est qu'il n'y a même pas à choisir, c'est que ça devient des moteurs. Ça devient des moteurs et du coup, la question se pose sur comment, en fait, à chaque fois que j'ai une activité économique, je peux contribuer positivement à la planète, comment je peux être une espèce vivante, en fait, et contribuer comme les autres espèces vivantes aux équilibres planétaires, et comment je peux contribuer à la société à laquelle j'appartiens. Et ça, c'est ce nouveau regard que nous proposent les nouveaux modèles économiques, techniques et productifs. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, la fracture rurale. C'est intéressant, le rural, on en a bien parlé, finalement, il est à la source de tous nos besoins métaboliques d'être vivant. La nourriture, l'eau, d'où vient l'eau?
de qualité, sinon du milieu rural. Les zones de captage viennent du milieu rural. La qualité de l'eau est assurée par le milieu rural. La qualité de notre climat aussi, parce que vous avez peut-être vu, on a eu quelques publications ces derniers temps, l'effet couette des forêts, par exemple. C'est-à-dire qu'il va tempérer les vents, il va tempérer les micro-températures, il va tempérer aussi le comportement du sol, il va préserver en fait les lieux habités des chocs que l'on peut avoir, notamment au niveau climatique. Et ça, c'est une source de richesse. Je vous donne par exemple un exemple qui est assez connu, mais qui a été reproduit plusieurs fois dans le monde avec des conséquences similaires. New York est une agglomération de 10 millions d'habitants. 90% de l'eau de New York est prélevée à 100-150 km, donc en plein territoire ultra-rural au niveau des Catskills du Delaware, c'est une zone agricole et forestière et de production d'énergie via des barrages. Eh bien, en fait, lorsque la ville de New York a été confrontée à des problèmes de qualité de son eau et de potabilité de son eau, elle a décidé de continuer ses investissements, en fait, parce qu'elle possédait déjà une partie des forêts, dans le milieu agricole et le milieu forestier pour éviter pour soigner les zones de captage et éviter de construire une usine de potabilisation. Les résultats, c'est qu'elle a fait 1,5 milliard de dollars d'économies grâce à cette politique. Ça lui a diminué, ce qui a représenté une économie d'à peu près 50% des coûts. Mais surtout, le flux financier qui vient de la ville de New York, où peut se concentrer des moyens, un capital, a été en fait redirigé vers l'ultra-rural pour aider les agriculteurs à faire une transition vers une agriculture de qualité, notamment agroécologique, ce qui a favorisé des circuits courts et ce qui a finalement favorisé une nouvelle dynamique dans ce territoire ultra-rural où, au bout de quelques années, en fait, on a une plateforme, par exemple, numérique, qui est Acheter Local, avec des campagnes Acheter Local qui ont réuni des producteurs, des fermiers, des restaurateurs, des commerçants, puis après des artisans qui ont pu ainsi valoriser leur production parce que le numérique ainsi utilisé a permis de faire un écosystème d'acteurs, a permis de les mailler. Résultat, en fait, non seulement il y a eu ce transfert d'argent vers l'ultra-rural pour son développement, mais en conséquence, par domino, on a eu des touristes en fait qui sont venus. Ça a attiré en moyenne 2,5 millions de touristes par an, dont 1,6 million locaux, qui ont produit 114 millions de dollars par an de chiffre d'affaires touristique, qui ont permis d'alimenter la création de 2100 emplois, 2400 emplois même environ. Donc, vous voyez, il y a un effet domino comme ça, dès lors qu'on transfère en fait nos besoins métaboliques, on transfère la sécurisation de ces besoins à l'ultra-rural de qualité. Pour l'agroécologie, ce sont des techniques agricoles qui permettent en fait de réinstaurer de la biodiversité, réinstaurer une fertilité des sols et sur des pratiques qui aboutissent à la diversification des cultures. En gros, vous ne laissez jamais le sol à nu, vous multipliez les espèces, ça demande d'augmenter en technicité, mais ça multiplie en fait les cultures. Du coup, ça multiplie les ateliers de production. Du coup, en fait, ça multiplie le besoin de main-d'œuvre que les agriculteurs ne peuvent pas toujours assumer seuls. Du coup, ça encourage à des visions coopératives. Et on a des huileries, on a des distilleries, on a des fabrications de bois réel fragmenté, par exemple, ou des usines à pellets pour le bois de chauffage, qui naissent en fait de ces initiatives. Pour 30, dans le Séronais, on a une initiative comme ça qui valorise le bois de haie, mais aussi le bois forestier. On voit que pour 30 foyers chauffés, ça donne un emploi. Lorsque toutes ces coopératives demandent de l'emploi. Le rural, c'est aussi une grande surface. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le premier pays d'Europe. Et c'est aussi la surface pour collecter les énergies renouvelables dont on a besoin. Donc, on va avoir besoin de mailleurs de cette production énergétique potentielle, mais aussi de mailleurs non seulement productifs, mais juridiques. Parce que ce que l'on voit bien, c'est que les énergies renouvelables ne sont pas acceptées
sauf lorsque les citoyens, les agriculteurs et les collectivités possèdent ensemble les infrastructures. Donc, ça demande de développer des nouvelles infrastructures, autant sociales que juridiques, que d'animation, que de gouvernance. Reprenons l'industrie. Et ça, c'est très important parce qu'au niveau des petites villes, les petites villes et le rural, c'est là où il y a du logement vacant. Et cette propension à pouvoir refaire de la production intensive en emploi au niveau du rural, c'est ça aussi qui va remplir les petites villes et refaire une dynamique de croissance, un peu comme ce que je vous racontais sur les Catskills. Sur l'industrie, il est très important de comprendre certains nouveaux modèles économiques, me semble-t-il, qui permettent une relocalisation de la production parce qu'ils ne font plus appel à l'extraction. L'ordinateur dont je vous parle, comme mon téléphone, là, eh bien, il permet de créer de l'emploi local, il permet de créer de l'investissement local, et il permet en fait d'aller vers le zéro extraction parce qu'il consomme en moyenne 15 fois moins de matière qu'un téléphone classique. Pourquoi? Parce que je ne le possède pas. Je ne possède ni l'ordinateur duquel je vous parle, ni le téléphone avec lequel je pourrais vous téléphoner, que j'ai dans la main. En fait, c'est un téléphone qui retourne au fabricant, donc il va pouvoir réutiliser tous les composants qui peuvent être réutilisés. Et en général, c'est 96% des composants qui peuvent être réutilisés. Et pour ne pas être pieds et poings liés à un système qui pourrait devenir monopolistique, en fait, ce sont des organismes qui sont coopératifs dans lesquels je peux investir. Imaginez et donc sur lesquels j'ai un regard sur le prix. Imaginez que nous passions à ce genre de système, que ce soit pour absolument tous nos biens de consommation et d'équipement. Voitures, c'est faisable et c'est déjà en cours à certains endroits. Numérique, électroménager, eh bien, nous avons un stock de composants qui circulent au niveau d'un territoire, qui est assemblé et réassemblé, qui diminue énormément les coûts de production et donc les coûts d'achat et sur lesquels vous avez une visibilité du prix. C'est ça la réindustrialisation dont nous avons besoin. C'est-à-dire qu'on ne substituera pas du carbone fossile, des énergies fossiles avec de l'hydrogène, c'est pas vrai. On a besoin de réorganiser les choses pour pouvoir en fait assurer la transition énergétique, mais aussi la transition sociale dont nous avons besoin et arrêter de précariser les emplois. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, ça veut dire, et je fais le dernier point, ça veut dire que justement au niveau des espaces, tous les espaces que nous avons aujourd'hui, qui sont aujourd'hui en friche, que ce soit en périurbain, en rural ou en urbain, eh bien, sont des vocations à être ces ateliers d'assemblage, réassemblage qui nécessitent beaucoup moins de surface, sont des vocations à être des tiers-lieux qui sont les lieux de distribution de ce type de production et qui permettent justement d'être les cellules de l'intelligence collective et de l'innovation sur les territoires. Ça demande une chose, ça demande de savoir aussi mailler pouvoir public, industrie et citoyens. Merci infiniment Isabelle, c'est passionnant et je pense que vous avez déjà donné plein d'idées. Je pense à des initiatives comme Alliance Santé Économique qui sont présents ici et qui pourront rebondir là-dessus.